Ça va. Je suis avec les Ah, corrections de mes copies. d'accord, y a pas de problème. À part ça, comment est-ce que ça se passe? Ça se passe bien? Ça va, ça va. Bientôt la fin du trimestre, bientôt les conseils de classe. Et heureusement, nous, pendant le Ramadan, on est en vacances. Donc on ne travaille pas. C'est déjà pas mal. Parce que sinon, ça serait très dur. Ah ouais, ah ouais, très dur. Mais c'est bien. Mais Ouais. c'est quoi, il fait chaud, il fait froid, c'est quoi la vie? Ah non, on a presque une tempête. Aujourd'hui et demain, ils ont même bloqué toutes les écoles à cause d'un grand vent qui va être sur toutes les régions d'Algérie. Ouais, surtout au niveau de la côte. Même au Maroc, j'ai des élèves au Maroc, c'est carrément la tempête, hein. C'est une vraie tempête, hein. Ouais, ouais, ouais. Hmm. Ah ouais, oui, ici il n'y a pas un bruit dehors. Il n'y a ni voiture qui passe, ils l'auront mis, voilà, il va avoir un grand vent de 150 kilomètres, donc il faut rester chez soi et tout. Ils ont vraiment eu peur. Waouh. Ah oui, 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 vraiment, hein. Vraiment, c'est bizarre. Ouais. Donc on est tous à la maison. Bon, moi je travaille chez moi, donc je suis à la maison, mais sinon, ouais. Eh oui. Mais bon, on espère que ça ira. Après, Ouais, non, c'est il a surtout prévu de ceux qui durer combien de temps? bah, ils ont dit aujourd'hui et demain, et c'est surtout ceux qui habitent près de la mer, parce qu'il y a des régions, nous on est juste à côté de la mer, donc quand il y a des grandes vagues et tout, c'est impressionnant. Il y a eu des dégâts même, il y a eu des dégâts. Oui, donc il faut faire attention quand même. Hmm, Voilà. hmm, hmm, hmm. Alors, il faut être vraiment prudente là-bas parce que nous, on te veut en bonne santé, on te veut Ouais, très bien. t'inquiète pas, je sors pas beaucoup. Je reste chez moi le plus souvent. Ah D'accord. ouais. C'est surtout faire les courses, faire le marché, mais sinon, je suis pas trop dehors. J'aime pas D'accord. trop. J'aime Parce pas. que je te veux en bonne santé là. On essaye de maintenir le cap, parce que sinon, la maison, sans moi, ça serait dur. Ça y est. Ouais. Salut tout le monde. Salut Joyce. Joyce. Docteur Joyce est là. Je la vois connectée. Le temps qu'elle me prenne en cours de route. Je vois notre champion de la semaine dernière. Comment vous allez? Bonsoir Corinne. Désolée, je Salut. suis dans un environnement un peu compliqué, Un peu donc compliqué. je suis sans forcément pouvoir parler. Voilà. Non, mais Mais bonsoir. t'entends déjà veut dire que tu es là. Et pour moi, déjà, quand je t'entends, c'est bon, ça va. Je suis là, je suis là. Tu vois, quand tu es là, ça me motive. Euh, d'accord. Bonsoir. Ah, mais je vois Monsieur Ousmane Koïta qui est là. Il est là depuis vraiment, depuis qu'on a ouvert la salle. Bonsoir à Oui. vous. Je ne sais pas si vous êtes à même de pouvoir Bonsoir, parler. bonsoir, comment allez-vous? Ça va très bien. Et Ok, vous? je suis revenu après un long temps d'absence. Ah, il C'est faut ça. revenir, hein? Ouais, ouais, ouais. Il faut J'espère que revenir. voilà. Mhm. J'étais contente de vous voir. Je dis, ah, il est le premier Moi qui est connecté. aussi. Ça me fait plaisir. J'aime ça. J'aime ça. Vous allez bien. Qu'est-ce que vous avez fait pendant tout ce long mois d'absence qui fait que je ne vous ai pas vu pendant un long moment? Allô? Alors oui, on était vraiment pris par surtout la réponse du choléra au niveau du Tchad et à la Hmm, frontière Tchad-Soudan. Donc, c'est ce qui nous a beaucoup pris. Donc, ce n'est qu'en fin décembre que, bon, le Tchad a déclaré la fin de l'épidémie. Donc, voilà, c'est là où on a un peu pris des repos, ce qui a aussi coïncidé au fait de fin d'année. Donc, c'est ça. c'était, voilà. Mais on est content de vous retrouver. On est content et on espère qu'on restera en contact. Vous n'allez plus partir. Ouais. Épidémie.
pandémie, tout ce que vous voulez, peu importe. On veut vous avoir toujours avec nous. C'est ça. Merci Ok, beaucoup. merci bien. Merci infiniment. Merci d'être là. Euh, je vois mon ami Valère, bonsoir. Comment tu vas? Valère, bonsoir. Euh, oui, ton micro, il est coupé. Pardon, tu m'entends? Je t'entends, oui. Oui, ça va. Pardon. Désolé, hein, je suis en pleine activité un peu quelque part là. Voilà. Je vois les chasubles. Je vois les chasubles avec le logo du ministère. Donc, je comprends. Mais je vous suis, je vous suis. D'accord, il Hein? n'y a pas de problème. Si tu nous suis, c'est déjà bien. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci infiniment d'être connecté là. Merci. Monsieur Rodolphe, bonsoir. Je le vois Oui, connecté. désolé, je suis là, mais je suis en réunion. D'accord, Donc, ok. dès Il que je sors, je me connecte. n'y a aucun problème. Merci à vous. Merci d'être là. Mm. Madame Touré, bonsoir. Néla Touré, bonsoir la mère. Bonsoir Corinne, comment allez-vous? Ça va, comme le Je suis PNUD se présente porte. pour l'année 2026. Voilà, je suis assise et puis je vous suis de près maintenant. D'accord, il n'y a pas de problème. Voilà. C'est quoi? Alors, la ISOT, le PNUD, comment est-ce que le PNUD voit la santé numérique pour 2026? En tout cas, c'est un point très important. Vous m'entendez? Oui, oui, D'accord. C'est un point très, très important pour nous pour l'année 2026 et on veut vraiment s'investir dans cette dynamique de digital. Surtout, on veut être près du ministère de la Santé en Côte d'Ivoire. d'accord. Et en plus, à côté des startups, hein. C'est surtout ça. On est Voilà. là, il n'y a pas de problème. Je pense qu'il y a pas mal d'initiatives, il y a pas mal de projets. Et je pense que c'est quelque chose de bon, on va dire des collaborations privées, publiques, plus organisations internationales. Ça me permet d'avoir un vivier de solutions et que vous-même, vous pourriez voir. Et puis, qui sait, ça pourrait répondre aux différentes problématiques que vous voulez adresser. Donc, merci d'être là. Mahamat, je vois Monsieur Mahamat qui est connecté, je vois Kenbo qui est connecté, je vois Ndiaye qui est connecté, je vois Monsieur Blaise qui est connecté. Bonsoir, qui est là, qui prend son micro, qui salue l'auditoire, qui est présent. Bonsoir, bonsoir. Pourquoi tout le monde est timide ce soir, cet après-midi? Bonsoir, chers tous. Bonsoir, comment vous allez? Je vais très bien, merci, Madame Corinne. Ça va très bien. Oui, oui, ça va. Euh, Et vous êtes connecté, vous, depuis quel pays? je suis connecté depuis la République démocratique du Congo, Ah, précisément dans la ville de Goma. Je hey, suis ravi vraiment d'être parmi vous aujourd'hui. hey, hey, ça va à Goma? Ça va très bien. Et les fêtes de fin d'année à Goma. Ah, on est là, on tient au coup avec les guerres qui nous menacent toujours pendant une année, mais on tient au coup vraiment. Ah, c'est qu'il y a ici cette guerre-là, elle va s'arrêter, elle ne vous atteindra pas. Exactement. Elle ne vous atteindra pas, elle va s'arrêter même. Ouais, ouais. D'accord. Mais alors, comment la fête d'année, comment est-ce que vous commencez 2026? C'est quoi les perspectives, les projections pour vous? Actuellement, pour moi, Ouais. donc directement, je veux parler dans la zone auquel Oui? je suis, dans la ville de Goma, avec la santé. Et il y a quelques perturbations qui nous menacent. Mhm. Souvent, donc, intervenir au niveau de la communauté, il y a une difficulté. Souvent, vous partez sur terrain, mais malheureusement, vous vous dites, est-ce qu'on va retourner même à la maison? Mais on s'est dit, c'est la santé et nous sommes toujours obligés d'intervenir. De mon côté, d'abord, moi, je fais la santé publique. Je suis encore même étudiant. Euh, et on s'est donné corps et âme vraiment de continuer à contribuer à l'amélioration de la santé au niveau de la population, Mm. mais aussi, on s'est dit, il faut toujours continuer à s'adapter au contexte actuel. C'est ça. La santé, vraiment, c'est un cas isolé pour tout le monde. Aucune personne n'est épargnée. Et puis, on s'est dit,
pendant cette nouvelle année 2026, comme Dieu nous accorde toujours la grâce, nous avons choisi donc de continuer disons, dans les soutiens psychosociaux. Donc, c'est une santé qui a été vraiment beaucoup trop capitale au niveau de nos communautés puisqu'ils ont été traumatisés. Maintenant, on s'est dit, il faut qu'on continue toujours à développer ces caps puisque sans le soutien psychosocial, intervenir dans d'autres domaines, ça serait beaucoup difficile, difficile même au niveau de la communauté qu'ils puissent s'adapter au contexte auquel nous voulons développer. Et puis, à partir de ce point, nous menons pas à pas. Nous sommes déjà à 3200 quelques qu'on a déjà mobilisés. On passe même bientôt au mois d'octobre de continuer aussi à mobiliser les enfants errants qu'ils puissent aussi quitter la rue. Il y a un bon nombre de gens qui ont perdu leurs proches, leurs familles, et puis il y a les rêves aussi qui ont été détruits. On s'est dit vraiment, ça serait un point capital qu'on puisse se développer sur ça. Donc, je n'ai pas beaucoup à parler à ça puisque nous sommes toujours au début de l'année. Merci, madame. D'accord. Mais je pense que ça va bien se passer. Mais vous savez que dans ce genre de situation, c'est l'occasion, l'opportunité aussi de penser des projets e-santé communautaire, des projets qui seront en réponse à quelque chose. C'est dans ces cas de figure qu'on arrive à penser des solutions qui font face. Vous avez parlé des situations psychosociales, donc c'est là qu'il faut mettre peut-être des plateformes pour pouvoir essayer de sensibiliser. Souvent, la e-santé, ce n'est pas que des applications pour apporter, c'est des débuts de réponse à ce genre de solutions, vous voyez. Oui, exactement. C'est notre rêve, mais on essaie aussi de voir les gens qui ont aussi l'expertise dans le numérique. Bah, écoutez, Tu on est vois, là pour vous. chez nous, à l'école de santé, oui, à l'école de santé publique, on n'a pas pu développer beaucoup ce point, mais je pense peut-être avec l'État, nous serons capables de développer beaucoup plus et acquérir aussi avec vous beaucoup de nouvelles connaissances qui vont nous permettre également d'atteindre le but. Mm, mm. Donc, c'est ça, en fait. Bah, écoutez, rentrez en contact avec nous. On est ensemble. Je vais dire que c'est une communauté. On pourra ensemble voir comment est-ce qu'on peut s'accorder, s'adapter et puis vous accompagner dans cette dynamique. C'est une communauté, c'est une famille. Merci beaucoup, merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Ama Aboulaye, bonsoir. Ama Aboulaye, est-ce qu'il est devant son micro? Oui, non. Salif Yoda, bonsoir. Modou Nian, bonsoir. C'est lui, on parle. Alors, bonsoir Corinne. Bonsoir, comment vous allez? Dieu fait grâce, ça va. D'accord. Bon, Alors, je dis Madame Ouattara, hein. Désolé. non, peu importe. Corinne, mon avatar, c'est pareil. C'est la communauté. Ouais, désolé, j'étais en rendez-vous là. Non, il n'y Et a donc aucun là, j'ai problème. fini, je suis en voiture, mais je ne conduis pas, hein. Je ne conduis D'accord. pas. Donc, je vais prendre. Je suis depuis la voiture, quoi. Donc, D'accord. désolé si Mais non, c'est pas mais bien. non. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Merci. Merci d'être connecté. On va commencer dans 7 minutes. Monsieur Amab, là, il est connecté. Je vois Dariata Ndiaye, bonsoir. Je dis les membres de la communauté, là, ils sont calmés. Bonsoir, vous allez bien? Je vais très bien, monsieur Amab. Et vous? Ça va très bien. Alors, et la semaine? Oui, ça va. La semaine se passe bien. Et de votre côté? Ben, écoutez, la semaine pour moi, en général, ma semaine commence le mercredi avec la communauté. Ah bon? Quand on me dit la Ah, semaine, d'accord. j'attends le mercredi. Ok. Merci vraiment. Le sujet est très intéressant aujourd'hui. Oui. Et c'est pourquoi on est là vraiment. Et j'espère que vous allez participer. Il ne faut pas juste assister, il faut juste participer aussi. Ce serait bien. D'accord, il n'y a pas de souci. D'accord. Merci à vous. Merci. Merci. Monsieur Bouraïma, bonsoir. Il y a Ndiaye qui a ouvert son micro. Bonsoir, Ndiaye. Oui, bonsoir, c'est Gariata. Dariata, comment vous allez? Ça va et vous? Ça va très bien. Ah, c'est l'essentiel. C'est le plus C'est le plus important. important.
Et vous vous connectez depuis où, le Sénégal? Non, je suis en France, moi. En fait, je suis de la diaspora. Donc, je Ah, suis en France, mais je suis en train de travailler sur un outil qui servira aux médecins au Sénégal pour commencer et après dans toute la sous-région. bah, en plus, ah, les champions d'Afrique. C'est ça. Ah, je dis c'est ça. En fait, aujourd'hui, comme c'est un Sénégalais qui anime la session, j'ai porté moi mon étoile pour dire que nous, on avait l'étoile avant. Voilà. D'accord? Pour Il n'y ne a pas de pas souci. que le Sénégal vienne me dire qu'on était champion d'Afrique. Tu vois, je portais mon maillot avec mes 3 étoiles. Ouais, c'est l'Afrique qui gagne. Yeah. Exprès pour dire que avant que les Sénégalais commencent à nous dire qu'on a gagné, moi, j'ai porté pour moi. Voilà. Ah, tu as raison. Comme on dit, de toute façon, c'est l'Afrique qui gagne. Moi, je n'ai pas ce problème-là. D'accord. Comme on dit, c'est l'Afrique qui gagne. Le reste, c'est des détails. C'est ça. Ah, moi également, je suis en France présentement, mais on va dire, le week-end. D'accord, ok. Je rentre le Ah, week-end. c'est cool. Madame Ouattara, J'aurais essayé de voir avant. Oui, monsieur. je m'excuse, hein, je n'ai pas dit bonjour à la communauté, hein, je m'excuse. Bonjour à tout le monde. La Désolé, communauté vous désolé, report notre champion de la semaine désolé. dernière. D'abord, oui. Monsieur Bouraïma, bonsoir. Oui, bonsoir, Madame Ouattara. Et chez vous? Ça va très bien. Super. Et depuis chez vous, là-bas, comment ça se passe? Ah, le pays va à merveille. Ah, et la santé chez vous, comment ça se comporte? La santé, cette année, nous allons relever les défis. Ah, il faut relever les défis, hein, parce que cette année, Oui, oui. et je parle même aux communautés qui sont là, on a un challenge qu'on va essayer de mettre en place. On veut C'est voir ça. quel est le pays qui gère vraiment sa communauté. On va lancer bientôt le challenge éco. Et ce challenge éco-là va permettre à ce que tous les membres, c'est-à-dire chacun dans sa communauté, dans son pays, gère sa communauté éco. Et puis on le regarde, il lead, il choisit ses thèmes, il choisit sa date, il mobilise, il organise. Nous, on vient juste assister. Il est facilitateur, coordonnateur, et puis on regarde. On veut voir le meilleur challenge parce qu'à la fin, il y a un prix qu'on a pu avoir pour décerner des prix. Donc cette année, on veut voir le pays qui va mieux se manifester. J'espère que vous allez remporter. Oui, nous allons remporter, avec le soutien des autres compatriotes, nous allons remporter le premier prix. Ah, d'accord. Bientôt, on va lancer ça tout à l'heure. On est en train de préparer et donc on va lancer le challenge. Merci beaucoup, Madame Ouattara. Je vous en prie. Monsieur Évariste, bonsoir. Bonsoir, Madame Ouattara. Bonsoir à tous. Comment Monsieur Évariste va depuis le Cameroun, le continent? Bien, bonne année à tous aussi. Bonne année, Madame Ouattara. Non, je me Merci. porte Tu sais, bien. quand on a joué Côte d'Ivoire-Cameroun, là, j'ai dit, hé, Évariste, c'est où? C'est pas qu'on va gagner, parce que si on gagnait, pour toi seul, j'aurais dansé là. Hey. Parce que pour nous seuls, vous êtes allés fabriquer des maillots. Le maillot de la Côte d'Ivoire. Ça c'est une guerre. C'est une guerre qu'on remet à chaque CAN. Jamais on va abandonner ça. Ah, mais ce qui est sûr, remettre comme ne pas remettre, le maillot là, vous l'avez, c'était pour rien, parce que finalement, c'est resté comme ça, hein, tu vois. Un maillot pour nous. On va réutiliser ça à la prochaine compétition. Et puis c'est un maillot noir pour nous endeuiller. Tu vois? En tout cas, ça fait plaisir de vous avoir. Et d'ailleurs, demain, j'aurai rendez-vous avec le directeur de l'ISATIC. C'est à vous que je m'adresse, monsieur Varis. Oui, Madame Corinne. On a rendez-vous demain, lui et moi, ici à Paris. Ah, d'accord. Oui, il viendra me voir demain. D'accord, ça c'est super alors. D'accord. C'est ça. En tout cas, merci d'être là et puis j'espère que ça va bien se passer. Eric Kaoré. Eric Traoré. Oui, allô, bonjour. Excusez-moi, je suis grippé. Je pense que vous avez dû le comprendre. Nous avons été traversés par une vague de froid intense ces jours-ci, avec du moins 35 ressenti, tout ça. Mais bon, ça va. Je suis sorti avec une grippe. Mais bon, je pense que je ne peux pas rater aussi la rencontre là. Mais ça va, ça va. Oh là Bonjour là. à tout le monde.
Bonsoir. Mais comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Ça va? Oui, ça va, ça va. D'accord. Ben, je prends des tisanes là, donc ça va, ça va. C'est ça, quand on est au pays, si c'était au pays, si on allait te donner un petit kékéliba. Ben, on est obligé de prendre du miel, du citron, avec, comment on appelle ça, du thé de la menthe là. On prend la menthe et on fait du thé avec. Donc, c'est avec ça qu'on se réchauffe. Et puis bon, en tout cas, on est habitué. C'est juste que c'était exceptionnel là pendant une semaine là, mais ça va. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais comment, à part ça, à part ça, comment est-ce que ça va là-bas? Oui, ça va, ça va, ça va. Ça, je D'accord. peux dire que ça va. D'accord. C'est Ça super, va c'est super bien, super. ça va super bien. Ouais. Dieu merci. Ouais. Nous aussi, ça va. On va bien et puis on est content de vous avoir, de savoir que vous êtes déjà là, que tout le monde est là pour la session du jour que j'espère sera très, très profitable. Alors, je vois notre intervenant du jour qui est là. Je le vois. Donc, tu vois, je le vois. Je me posais des questions, mais je le vois, je souris, je suis à l'aise, tu vois. S'il est là, moi, je n'ai pas de problème. Notre champion. En fait, je ne veux pas qu'il parle trop. C'est à cause de ça que j'ai porté mon maillot orange. Parce que il veut me fatiguer. Je lui dis, je veux quel maillot, quelle est la photo que je dois mettre pour toi dans le projet en couverture. Et puis, il m'envoie son maillot là avec la canne. J'ai dit, le Sénégal va me tuer. J'ai porté pour moi aujourd'hui là. Donc, je le vois connecté. Ton micro, il est coupé. Je le vois connecté. Yes. Bonjour, tu m'entends? Oui, j'entends. On t'entend. Ah, Donc, je le vois connecté. Et puis, j'ai euh, dit, j'ai failli même lui dire ce matin, pardon, porte ton maillot parce que j'ai porté le. Mais je dis, je laisse. Parce que bon, on ne sait pas qui est dedans. Je pense qu'il y a des Marocains dedans. Il ne faut pas que je crée des problèmes. Donc, euh, la je vais laisser fraternité comme est ça. plus forte que le foot. Salut, ça va? Bon, salut, salut, Ça va, oui. bonjour à Bonjour à tous. tous. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on a une session qui va débuter. Il est 14 heures, pratiquement 2 minutes. Et on va aller très vite. On va pas, aujourd'hui, on ne va vraiment pas perdre beaucoup de temps pour notre session. Kétan, je ne sais pas si tu souhaiterais intervenir avant qu'on y aille ou on devrait pouvoir aller rapidement à la thématique. Kétan, Kétan est là. Allô? Hmm, alors, Allô? Allô? Allô, vous m'entendez? oui, Ok, donc on va commencer. d'accord. Désolé, j'étais dans un endroit avec du bruit. D'accord. Donc, bonsoir à tous. Bienvenue à notre deuxième session de l'année 2026 Hmm, avec un thème important. On a l'habitude de faire deux sessions sur une thématique particulière. Donc là, c'est le secteur privé de la santé. Donc aujourd'hui, le thème principal qui nous rassemble, c'est interopérabilité et intégration des données de santé. Comment mieux intégrer le secteur privé dans les systèmes nationaux. Alors, c'est un thème très important hein, parce que si on veut quelque part atteindre la continuité et la qualité des soins, permettre le partage fluide des données entre hôpitaux publics, cliniques, privés, laboratoires, pharmacies, éviter la duplication d'examens, des erreurs médicales, la fiabilité aussi des données nationales, intégrer aussi les données privées du privé pour avoir une vision complète du système de santé, etc. et plein d'autres choses. Ça passe par une interopérabilité qu'on peut apprécier déjà et c'est très, très important. Donc, comme Mme Ouattara l'a dit, il y aura un challenge qui va être lancé, mais je vais en parler à la fin de mon allocution. Pour ce qui est des règles et du déroulé de la session aujourd'hui, on a notre champion du jour qui est M. Henri Ousmane Gay, qui est le vainqueur de African Business Heroes 2024. Et il est aussi CEO de Aeon, Aeon qui était partenaire du Bootcamp e-santé. Donc aujourd'hui, il a décidé de venir participer à la session. C'est vraiment, je voudrais vraiment que vous le remerciez, parce que voilà, avec l'emploi du temps chargé et tout.
Donc, il aura le temps de vous présenter Yon quand il va prendre la parole. Mais d'abord, après mon allocution, on aura une présentation de cas. Il n'y aura pas de présentation de cas, mais M. Gay va nous entretenir sur le thème. Donc, la facilitatrice va l'introduire et puis il va présenter ce qu'il veut nous présenter par rapport au thème pendant 10-15 minutes, 20 minutes. Et puis, après, vous pourrez lui poser des questions. C'est vraiment un débat ouvert. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voudrait vraiment que vous participiez. Il faut vraiment qu'on participe, qu'on donne nos avis pour essayer de trouver un consensus vis-à-vis de ce thème particulier-là. Mais il va lancer les hostilités avec sa présentation. Après les questions-réponses, le débat, il y aura un sondage dans le chat. Donc, je vais mettre directement sur Zoom, vous pourrez répondre. C'est concernant la session. Est-ce que vous l'appréciez? Quelles sont les zones d'amélioration? Tout ça, pour pouvoir nous améliorer. Et aussi, ceux qui ne sont pas dans le groupe WhatsApp, vous me direz pour que je puisse vous ajouter directement dans le groupe WhatsApp. C'est aussi important parce qu'après cette session-là, vous aurez des certificats. Donc, il va falloir que vous vous inscrivez sur AECO. Donc, si ce n'est pas encore le cas, je vais mettre le lien encore dans le chat Zoom. Vous cliquez, vous vous inscrivez. Et puis, à la fin de la session, vous aurez les certificats relatifs aux 2 sessions qu'on a fait sur le secteur privé de la santé. Voilà. Donc, pour ma part, c'est bon. Je ne sais pas si la facilitatrice est disponible pour pouvoir introduire M. Henri Ousmane Gay pour qu'il puisse commencer ça. Merci Kétan, merci infiniment pour ta présentation. On voyait des réactions à Kétan, merci. Et puis des réactions pour accueillir mon présentateur de ce jour, mon intervenant de ce jour. Vraiment, j'ai mis un petit cœur. Bon, c'est les champions, on va dire quoi? C'est les champions d'Afrique. Il sourit, c'est les champions d'Afrique. Donc voilà, voilà, c'est ça, il lève la main. Pour introduire mon ami et frère Henri Ousmane Gay, qui tout de suite, quand on a pensé la thématique, je réfléchissais en vrai, j'étais celle qui devait animer, puis je dis, je ne suis pas la personne la plus outillée qui pourrait le faire. Et je vais penser à quelqu'un particulièrement. Et j'avoue que c'est que hier que je l'ai dérangé, j'ai dit, écoute, moi, je veux que tu animes ce thème. Bon, je m'attendais à le convaincre, j'avais les arguments. J'avais déjà mis un lot d'arguments pour le convaincre, et puis il me dit, OK, il n'y a pas de problème. Bon, du coup, bon, quelqu'un qui s'est préparé pendant la guerre, et puis on dit, il n'y a pas de guerre, bon, franchement, j'ai dit, OK, il n'y a pas de problème, ça me va. Et donc, vraiment, merci à Henri d'avoir voulu être avec nous aujourd'hui pour cette session d'aujourd'hui qui va parler d'interopérabilité, parce qu'on parle pas mal de sujets, on parle d'e-santé, tout ça, mais pour moi, c'est vraiment le cœur. Et je suis venue en France, j'ai assisté aux Journées de la santé numérique et on nous parlait beaucoup de souveraineté, souveraineté des données et souveraineté des données européennes. Puis j'ai dit, mais on parle de souveraineté, mais nous-mêmes, on va parler aussi de souveraineté des données chez nous. Mais déjà, pour commencer, il faut déjà qu'on arrive à s'interconnecter. Donc j'écoutais et c'est ce qui a fait que tout de suite, j'ai pensé, j'ai dit, bon, écoute, j'appelle Henri. Et je pense que ce serait la personne qui va pouvoir, parce que déjà, on a déjà fait des tests d'interopérabilité. Sénégal, Côte d'Ivoire, ce genre de choses. Donc, c'est beaucoup plus facile de parler parce qu'on veut plus, 2026, on veut avoir des sujets réels, des vraies problématiques, adresser des vraies problématiques, des vraies réponses, parce qu'on a vraiment besoin d'aller, comme on le dit lui et moi, d'aller à un autre niveau. Nous sommes des rêveurs. Donc aujourd'hui, je prierai tout le monde d'être assez attentif à ce qui va se passer aujourd'hui. Et puis, il a 20 minutes. Euh, c'est vrai qu'il a une réunion à 16 heures après. Donc, je lui ai dit que je vais être très short. Il a 20 minutes. Après, ça, on aura des échanges entre nous, questions-réponses, pour qu'on essaie des questions. Et puis après, on aura peut-être entre nous, quand il nous aura laissé une petite présentation didactique. Mais si sa présentation est faite correctement, moi, je n'ai pas de raison de rajouter derrière ce qu'il aura dit. Donc, Henri, je te laisse la parole. Tu peux partager ton écran. Mhm. Tu as la main pour pouvoir le faire. Et puis, nous, on va couper notre micro religieusement pour pouvoir t'écouter. Merci Corinne. Donc, rebonjour à tous. Merci beaucoup Corinne pour cette opportunité-là. En tout cas, de pouvoir partager ma vision de la chose.
C'est vrai que ce sont des mots qui sont très à la mode, interopérabilité, intégration, autour de la santé. Il y a déjà beaucoup d'acteurs qui existent dans notre domaine et je pense que c'est crucial qu'on puisse, en tout cas, s'organiser pour que tout cela puisse fonctionner ensemble. Parce que comme je l'écris là en bas, sinon c'est le gros désordre alors qu'on gère vraiment des informations sensibles dans notre quotidien à tous. Donc moi, à la base, je suis un ingénieur en informatique. Moi, j'ai grandi au Sénégal hein, et je fais mes études supérieures en France. Ça fait une vingtaine d'années que je travaille dans des projets de transformation digitale entre l'Europe et l'Afrique. J'ai fait des entreprises européennes telles que Hermès, Capgemini, Société Générale et BNP. C'était de très belles aventures, mais j'ai toujours senti ce petit vide-là parce que j'étais pas chez moi. Et du coup, en 2015, avec mon associé, on a décidé de créer Ion Médical. Et notre ambition, c'est vraiment de réduire la complexité du parcours de soins. Donc, je pense qu'on a tous expérimenté ça à titre personnel ou bien des proches à nous sur cette interaction avec les différentes parties prenantes qu'on retrouve dans un parcours de soins. Et notre vision, c'est vraiment d'être un acteur majeur de l'interopérabilité. C'est comment est-ce qu'on facilite l'échange d'informations entre les professionnels de la santé, les patients, les financeurs de soins, les institutions publiques ou privées. En tout cas, comment est-ce qu'on facilite tout cela pour une meilleure qualité de prise en charge. Donc ça, c'est notre parcours de Ion. Ça fait 10 ans, 11 ans maintenant qu'on fait ça. On travaille dans le privé au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Gabon. Nous développons actuellement le dossier patient national du Sénégal depuis maintenant 2 ans. Et effectivement, l'année dernière, on a gagné la compétition Africa's Business Heroes, premier pays francophone sur cette édition. Et donc, ça a récompensé en tout cas le travail que l'on fait sur la santé depuis une dizaine d'années. Voilà. Maintenant, si on revient sur notre sujet, qui est l'interopérabilité et comment positionner le secteur privé. Aujourd'hui, pour moi, bon, le secteur privé est incontournable, mais euh, un des challenges, c'est la fragmentation. Je vais dire même que c'est le principal challenge. Après cette fragmentation-là, il est possible de la scinder. Bah, on a déjà le silo. Je pense que dans plusieurs de nos pays africains, le public et le privé, on a l'impression que c'est deux mondes différents dans notre sujet de la santé, alors que c'est le même patient qui passe du secteur public au secteur privé. Aujourd'hui, la communication est rare, voire inexistante. Je pense que chacun de nous a entendu souvent des acteurs du privé dire, mais nous, on fait 45, 50%, 55% de l'offre de soins, mais on n'a pas d'investissement, on n'est pas considéré, etc. Le public déroule ses programmes dans son public avec ses financements. Et donc, ça crée vraiment un silo entre deux mondes où on va retrouver des hôpitaux publics, des laboratoires privés, des assureurs, sans qu'il y ait forcément d'interaction. L'autre point majeur en problématique, si on scinde la fragmentation, c'est l'identification du patient de manière fiable. Aujourd'hui, si on parle d'interopérabilité et que le même patient n'est pas reconnu à différents endroits où il part, on a un problème parce que l'échange d'informations sera compliqué et ne sera pas fiable. Et encore une fois, on parle de données extrêmement sensibles et pour lesquelles il est important d'être sûr de la personne pour laquelle on établit un diagnostic, de la personne pour laquelle on fait une prescription. Et donc, ces challenges-là d'identification unique du patient à l'échelle nationale sont un véritable frein pour la santé de manière générale et pour le positionnement aussi du secteur privé. Après, on a voilà, des formats de données assez hétérogènes avec différents systèmes. En soi, c'est un challenge, mais qui est moins majeur que les deux autres, parce que derrière, s'il y a un cadre d'interopérabilité, le format n'est plus un problème, puisqu'il y a un cadre derrière d'échange. Le dernier point qui me paraît important dans ces challenges-là,
qu'il faut adresser pour positionner correctement le secteur privé, c'est le fait de disposer de données en temps réel. Aujourd'hui, un des challenges quand même, alors c'est public et privé, mais on parle encore une fois dans cette session-là du positionnement des acteurs du privé, c'est de réussir à montrer qu'on est capable en tant que privé de produire des données en temps réel qui améliorent d'une part la qualité de la prise en charge médicale et d'autre part qui permettent de contribuer à la mise à disposition d'informations fiables à l'échelle du pays. Et donc cette notion de flux en temps réel, le challenge, c'est vraiment de pouvoir l'avoir. Et je pense que, par exemple, la digitalisation est un formidable outil, en tout cas, pour peser sur cet aspect-là. Donc, globalement, c'est cette approche silotée, le manque d'identification unique du patient, et je vais dire la difficulté à avoir vraiment des flux en temps réel, même si aujourd'hui, la plupart de nos structures de santé ont cette visibilité-là au niveau financier. Il faudrait aller plus loin, voir ce qui concerne les aspects du dossier patient, on va dire. Donc, comme je le disais tout à l'heure, le secteur privé est incontournable. Au Sénégal, il y a eu une session là, la semaine dernière où voilà, on disait que quasiment 50% de l'offre de soins se fait dans le privé. Donc, si vous adressez la moitié de l'offre de soins, vous êtes clairement incontournable. Et le challenge, vraiment, pour ces acteurs-là, c'est de trouver des financements structurants qui leur permettent de valoriser ces 50%-là qui sont adressés. Et ça passe par de l'innovation. Aujourd'hui, je pense que le privé a des délais de prise de décision moins longs. Et donc, pour moi, c'est un atout pour le privé. Le privé peut aller plus vite dans l'innovation, dans l'adoption des nouvelles technologies et être moteur. Et aujourd'hui, on voit clairement dans notre continent que quand on est moteur, quelque part, on drive un peu les décisions qui peuvent être prises au niveau étatique. Maintenant, tout ce qui tourne autour des infrastructures est assez fragile. Corinne parlait tout à l'heure de souveraineté. Ça, c'est un challenge pour les acteurs du privé. C'est comment on fait pour avoir des infrastructures fiables, robustes, pour pouvoir gérer nos données, pour pouvoir faciliter cette interopérabilité entre nous et vraiment maîtriser les informations. Donc, ça fait un peu partie des challenges, mais qui sont des bons challenges qui permettraient au secteur privé quand même de renforcer son côté incontournable. Parce que moi, je considère déjà qu'il est incontournable à partir du moment où je suis sûr qu'en moyenne, nos différentes structures de santé, dans le public et le privé, gèrent entre 45 et 50% de l'offre. Donc, le privé est déjà dans le parcours. L'idée, c'est de peser suffisamment pour que ce parcours soit pris en considération par les décideurs, qu'ils soient publics ou plus globaux. Voilà. Maintenant, quand on parle d'interopérabilité, c'est important de savoir de quoi on parle. Parfois, on va souvent confondre en fait l'interopérabilité avec le fait de connecter des systèmes. En fait, si on parle de connexion, si on est 10 entrepreneurs là qui avons chacun nos solutions, si on parle de connecter, chacun de nous peut connecter sa solution avec l'autre. Donc là, on est plus dans une approche où on met en relation, entre guillemets, nos applications, mais on n'est pas forcément dans une approche d'interopérabilité. Et donc, cette approche-là peut avoir un coût de mise en place qui est important parce que dans cette vision, on est plus dans une vision d'échange de fichiers. C'est-à-dire qu'il y a Ion, il y a Passmousseau, il y a d'autres acteurs. Chacun de nous a son format et on est là en train de nous envoyer les formats des uns des autres. Donc ça peut être vraiment coûteux en termes de démarche. Et donc, on a l'impression qu'on fait de l'interopérabilité, mais non, on est plus en train de faire de l'intégration. Donc, il faut bien distinguer les termes. Et du coup, chacun expose ses API avec son format. Et ça peut marcher à l'échelle de 5, 6, 7, 8 structures.
Mais à l'échelle d'un pays, on va avoir des problèmes. Or, ici, je pense qu'on a tous l'ambition de mettre en place des solutions qui peuvent impacter à l'échelle de nos pays. Et donc, c'est important de bien comprendre la limite de ces approches-là qui sont pas structurées. Et à contrario, quand on va parler d'interopérabilité, euh, le point principal à retenir, c'est qu'il faut trouver des règles communes, un langage commun. C'est-à-dire qu'un langage que l'on partage tous. Et c'est ça qui permet de le passer à l'échelle. Ça ne veut pas dire en soi que chaque acteur va changer son produit en interne. Chaque acteur peut rester dans la gestion de son produit, mais il est important que quand un acteur sort de son produit, il parle le langage commun. Voilà, si je prends un exemple basique, hein, qui ne nous met pas forcément en avant, nous autres, les francophones, bah, aujourd'hui, globalement, dans le monde, quand on est dans nos pays, on va souvent parler le français. Quand on va sortir, on va un peu plus s'exprimer en anglais pour avoir un langage commun qui est mieux compris par la majorité. Donc, l'interopérabilité, c'est un peu plus ce genre d'approche-là, c'est-à-dire quelles sont les règles de communication, quelles sont les règles sémantiques, sur quoi on s'accorde pour que quand on échange des informations, chacun dialogue dans cet échange-là. Et cette approche-là permet de scaler parce que ça veut dire qu'il y a une couche commune que tout le monde partage. Et après, chacun à son niveau va faire l'effort, mais on est sûr qu'à la fin de la journée, les échanges sont cohérents et qu'il y a une règle commune qui est partagée par tout le monde. Donc ça facilite la visibilité, la traçabilité des informations et ça oblige d'avoir une gouvernance, puisque si on a un langage commun, ça veut dire qu'il y a des règles qui sont dictées, qu'il y a une discipline qui est suivie et que ce n'est pas juste chacun fait avec son format et augmente du travail à l'autre. Donc, pour moi, le premier point est effectivement de dire que le privé gère déjà 50% de l'offre de soins, mais aussi que le privé fait bien le distinguo entre ce qu'on appelle de l'intégration et de l'interopérabilité. Voilà. Et si ces deux piliers-là sont bien maîtrisés, ça veut dire que le privé peut même commencer à implémenter de l'interopérabilité dans son monde pour forcer l'ouverture au monde public et autres. Voilà. Et aujourd'hui, maintenant, si on descend d'un niveau en se disant, si aujourd'hui on doit implémenter de l'interopérabilité au niveau de notre secteur, quels seraient en tout cas les piliers, les éléments très importants? Bah, la standardisation. Aujourd'hui, bon, ça reprend ce que je disais tout à l'heure. On ne peut pas avoir 10 000 formats, en tout cas au niveau des échanges entre les structures. Aujourd'hui, un des standards qui se démarque, bon, il se démarque d'ailleurs, c'est le FHIR, qui a plusieurs formes, mais aujourd'hui, toutes les dernières technologies comprennent ce langage-là. IHE est une démarche d'interopérabilité qui utilise le FHIR pour la mise en place. Et après, on a des référentiels qui sont communs, SNOMED-CD, la CIM10, etc. Donc ça aussi, quand même, pour que le privé puisse peser de sa vraie valeur, c'est important qu'on trouve des moyens de pousser nos structures de santé, nos professionnels de santé à utiliser ces référentiels-là. Voilà. Aujourd'hui, on a des structures qui les utilisent, mais majoritairement, les médecins ne l'utilisent pas, ce qui est dommage. Alors, je pense qu'il faut trouver le juste milieu entre une CIM10 qui est extrêmement fournie avec énormément d'informations qui sont pas forcément tout le temps adaptées à notre contexte, mais qui peut être renforcée avec des informations propres à notre contexte. Mais l'un dans l'autre, le fait d'avoir des référentiels, ça permet d'échanger de manière commune et derrière de faciliter le reporting qui a une très grande valeur à terme. Donc l'identité, bien sûr, j'en ai parlé tout à l'heure. On ne peut pas avoir une interopérabilité fiable si on n'est pas capable d'identifier de manière fiable les patients. Voilà. Aujourd'hui, il y a des technologies qui permettent de l'implémenter. IHE décrit comment implémenter ce qu'on appelle un Master Patient Index, qui permet d'identifier vraiment le patient avec
c'est différentes références qui vont être créées dans les différents systèmes où il va passer. Voilà. Le cadre de gouvernance incontournable. On a souvent tendance à foncer tête baissée sur la technologie. Alors, trop de règles tuent l'innovation, mais il faut un minimum de règles et de cadres pour que cette innovation-là soit dans un cadre légal, soit pertinente et soit dans la durabilité. OK? Après, il y a tout ce qui tourne autour de la sécurité et de la confiance. Donc ça, c'est à nous autres, hein, les innovateurs, d'apporter cette confiance-là auprès des structures de santé, auprès des professionnels de santé, en montrant patte blanche, en ayant les différentes autorisations, en implémentant des standards pour créer ce cadre de confiance-là. Parce que effectivement, hein, chacun de nous, je pense, l'a vécu. Dès que vous parlez de digitalisation, première question, où sont les données? Qui contrôle les données? Qui a accès à quoi? Est-ce qu'on est sûr du patient, etc. Donc, cette confiance-là, c'est à nous autres fournisseurs de créer ça. Parce que nous autres fournisseurs, nous sommes aussi des acteurs du privé. Et donc, si on accompagne ces structures de santé du privé à peser, ça veut dire qu'indirectement, nous aussi, on va peser. Maintenant, le dernier pilier qui est non négligeable, c'est le business model. C'est-à-dire qu'il faut quand même trouver un modèle économique pour que cette interopérabilité-là puisse survivre et sortir des phases pilotes. Moi, à mon niveau, dès que j'entends pilote, j'ai des poils qui se lèvent parce que euh, ça fait des années qu'on est sur des pilotes dans nos différents pays et que les pilotes sont financés par des programmes et quand le programme n'a plus de budget, on s'arrête. Et donc, c'est important qu'il y ait un business model, un modèle économique qui permet de créer un cadre d'interopérabilité pour tous les acteurs du privé. Et s'il y a un modèle économique, ça veut dire que ça va tenir sur la durée et plus on va avancer, plus ce sera fiable et chacun des acteurs y trouvera son compte. Voilà. Et donc, les acteurs sont un peu libres d'innover quand l'interopérabilité est là, est mise en place. Mais si on parle d'un socle commun, en tout cas, c'est important que dans l'implémentation liée à ce socle national, qu'on ait des technologies d'interopérabilité. Encore une fois, l'interopérabilité est au-dessus des systèmes qui vont être déployés dans les différentes structures de santé. Donc, c'est important d'avoir cette vision-là, d'avoir un hub centralisé qui est capable de garantir les échanges d'informations entre les hôpitaux, les labos, les assureurs, et qui permettent aussi l'innovation. Parce qu'aujourd'hui, quand l'interopérabilité est mise en place, des nouvelles technologies telles que la télémédecine, telles que l'échange d'informations, les services en ligne sont aussi facilités parce que derrière, on a une fiabilité de l'identification. Voilà. Et puis, adopter des approches qu'on appelle API First. Donc là, on est un peu technique, mais ce sont des approches ouvertes avec de la documentation qui permet à tout un chacun, avec ce socle commun, d'être libre d'innover. Voilà. Et tant que, on va dire, ce socle d'interopérabilité n'est pas mis en place, souvent les acteurs vont se regarder en chaîne de faïence. Ah non, ici c'est mon, je vais innover par là, je vais fermer par là. Mais c'est important que on comprenne que l'interopérabilité va faciliter l'innovation parce que chacun pourra créer, réfléchir, penser des choses, mais qui ne sont pas fragmentées de leur côté. Ça veut dire que ça peut impacter le parcours de soins positivement et c'est pas déconnecté de l'ensemble de l'écosystème. Et ça, c'est important que ce soit porté par les acteurs du privé avec les différents éléments dont j'ai parlé. J'ai parlé de FHIR, de profil IHE et autres. Aujourd'hui, quand même, globalement, c'est ce qui se fait un peu partout dans le monde. Donc, je pense qu'il n'y a pas besoin de recréer la roue. Et dans ces différents standards-là, tous les différents use cases que nous retrouvons dans notre quotidien sont décrits. Voilà. Comment est-ce qu'on représente un patient? Comment est-ce qu'on l'identifie? Comment on trace ses consultations? Comment est-ce que le médecin remplit les motifs, l'histoire de la maladie, le diagnostic, etc. Tout cela est décrit
selon un certain format. On a ce qu'on appelle aussi le PICS, le Patient Identification Cross-Reference, qui est un système qui permet d'identifier le patient, quelle que soit la structure de santé où il va se rendre. Donc, tout est là, disponible pour qu'on puisse innover et pour que les acteurs du privé puissent vraiment avoir un rôle majeur qui est reconnu. Parce que le rôle majeur, il est là par les faits, mais cette reconnaissance fera que ils seront beaucoup plus impliqués dans les décisions à l'échelle du pays. Et donc, dans la méthodologie, il est possible de mettre en place des environnements de test euh, pour permettre aux différents acteurs de, entre guillemets, jouer pour connecter les différents systèmes. On parle beaucoup d'innovation. Euh, je pense que les acteurs du secteur privé ont des organisations où ils se rencontrent souvent. Ces organisations peuvent être aussi des lieux d'innovation, de création de laboratoires pour tester cette interopérabilité-là. Encore une fois, si les acteurs du privé arrivent déjà à l'implémenter en interne, il sera beaucoup plus simple de le pousser à l'échelle du pays. Donc la gouvernance, là, c'est un peu plus technique. Ces acteurs-là doivent prendre la décision, entre guillemets, de créer une organisation, de créer des comités qui échangent sur ces sujets-là, comprendre que c'est un sujet qui est crucial, qui est central, et de mettre en place des processus de labellisation où là, on peut dire que ces différents acteurs-là ont ce label d'interopérabilité. Un acteur qui a ce label d'interopérabilité, ça veut dire que il garantit le fait que les données qu'il manipule peuvent être échangées entre les différentes parties prenantes. Donc ça, c'est très important, avoir de la documentation ouverte, une sorte de catalogue sur les niveaux de service, sur les fonctionnalités, etc. Et être capable de fournir un langage sur les différentes notions qui sont manipulées dans le parcours de soins, les ordonnances, les patients, les médicaments, la posologie, etc. Et donc, si les acteurs du privé se travaillent ensemble pour créer ces cadres-là, ça va faciliter la relation avec les États. Nos États aujourd'hui nous poussent, nous, en tant qu'acteurs du privé, à être force de proposition. Et ce genre d'organisation est une réelle force de proposition et ça va faciliter ce qu'on appelle les partenariats publics-privés parce que ça va reposer sur de l'existant, sur quelque chose qui est prouvé déjà dans le privé et qui peut être passé à l'échelle au niveau du pays. Bien évidemment, la confiance, comme je disais tout à l'heure, est incontournable. Si on descend un peu au niveau technique, il y a des notions telles que le chiffrement, comment est-ce que on garantit que les données qui sont dans nos serveurs ne sont pas visualisées, comment on garantit la traçabilité des informations, les différents accès aux différentes applications et surtout quelque chose de très important. Quand on parle d'interopérabilité, ça veut dire qu'un patient qui passe d'un endroit à un autre a ses données a priori disponibles pour des professionnels de santé ou autres. Et ça, il y a un élément très important qu'il faut pas négliger, c'est tout ce qui tourne autour des consentements. Comment est-ce que le patient dit, je donne l'autorisation d'accéder à mes informations? Parce qu'aujourd'hui, quand il n'y a pas de digitalisation, le patient est avec son classeur et c'est ce classeur-là qui l'amène chez les professionnels de la santé. Donc, si on dit qu'on développe des systèmes interopérables dans lesquels les hôpitaux, les médecins échangent des informations, c'est important qu'on tienne compte du fait qu'il faut que le patient autorise cet échange d'informations. Et nous tous, en prenant l'initiative de parler de ces aspects-là, on crée ce cadre de confiance qui vient valoriser l'interopérabilité qui peut être mise en place aussi par le secteur privé. Voilà, donc ça, en tout cas, tout ce que j'ai abordé là, ce sont les choses que nous, on adresse au quotidien chez Ion. L'objectif, c'est vraiment d'implémenter un système ouvert qui est capable de se connecter à d'autres systèmes, qui est capable de faciliter en tout cas le parcours de soins, de garantir la disponibilité des données en temps réel et d'avoir aussi toutes les autorisations possibles
Donc, c'est cette vision un peu qu'on a vendue à l'État du Sénégal qui fait qu'aujourd'hui, elle a acheté l'ensemble de notre plateforme pour pouvoir connecter les différents hôpitaux publics et permettre à chaque Sénégalais de disposer d'un numéro unique de santé, d'un espace santé qui lui permettra d'avoir ces données qui ont été créées pendant son parcours de soins. Donc, c'est possible. Euh, il faut que chacun joue le jeu, entre guillemets. Et comme je disais au début, à partir du moment où on est conscient que le secteur privé fait entre 45 et 50% de l'offre de soins, il n'y a pas de raison de ne pas l'implémenter déjà dans le secteur privé pour que ce soit adopté à l'échelle d'un pays. Et ça, c'est vrai dans n'importe lequel de nos pays. Voilà ce que je pouvais dire sur la thématique. Donc, je suis à l'écoute des questions sur le comment, le pourquoi ou d'autres questions. Merci beaucoup Henri. On va envoyer des réactions. On sait le faire dans la communauté, envoyer des réactions. On a été vraiment attentifs. On a parlé interopérabilité. Euh, Merci à tout le monde. Moi, je ne sens pas vos réactions, hein. Je veux beaucoup de réactions. Il a dit beaucoup de choses. Donc, 2 ou 3 réactions, ça ne me plaît pas. Voilà, je vais sentir qu'il y a des réactions derrière. Puis c'est notre champion d'Afrique, c'est notre champion du jour. Bon, envoyez un maximum de réactions. Alors, alors, après cette belle présentation Ah, tu vois, pour le champion, mais je vois des choses. Merci beaucoup. Alors, Merci, Corinne. je t'en prie. Alors, on a été nombreux à écouter vraiment religieusement, avec beaucoup d'intérêt d'ailleurs, parce que je pense que le sujet de l'interopérabilité, ça intéresse tout le monde. On a, on a on a des médecins, on a des start on a tout le monde qui est connecté. Et je vais demander à tout un chacun on va passer à la prochaine phase qui est les questions-réponses. Vraiment, des questions comme on le fait habituellement, hein, c'est vraiment des questions dans la bienveillance, tout ce qu'on veut. Donc, s'il y a des questions, on lève la main physiquement ou encore l'icône de main levée pour pouvoir adresser les questions. Donc, est-ce qu'il y a des premières questions par rapport à la présentation qu'il nous a faite ou bien tout le monde a compris tout ce qui a été fait? Docteur Sylvain, docteur Kevin, bon, il y a ma nouvelle là qui est là. L'autre championne d'Afrique qui est là. Alors, tu peux poser ta question, Indiaye. Elle est là. Tu peux lui poser ta question. Oui, merci Ousmane déjà pour la belle présentation. C'est vraiment, moi personnellement, c'est ce qui me manquait. Donc, merci d'avoir éclairé certains aspects, surtout sur l'interopérabilité. Parce que c'est vrai que bon, moi, je suis en train de créer une solution pour les professionnels de santé pour le suivi des glycémies des patients. Parce qu'aujourd'hui, ils font tout par WhatsApp. Et justement, c'est pour harmoniser tout ça et avoir une structure qui permet de leur faire gagner du temps. Donc, effectivement, en termes d'interopérabilité, est-ce qu'il faut se baser sur les structures informatiques du service de l'établissement ou juste le médecin en lui-même? En fait, est-ce que c'est les structures directement qu'il faut qu'on contacte, les systèmes informatiques plus précisément, ou si c'est par exemple moi c'est un outil simple que le médecin a sur son ordinateur ou sur son téléphone, ou est-ce qu'il faut que ça soit vraiment euh, connecté au système informatique? Donc voilà, c'était ma question. Vous faites comment d'habitude? Je réponds en même temps ou je Oui, prends toutes les... oui, Ok, tu d'accord. peux pas maintenant. Ok. Alors, en fait, le point de départ, c'est que, bon, tout dépend de la maturité de la structure de santé. Aujourd'hui, sur mon retour d'expérience, j'ai parfois des médecins qui, comme ils n'ont pas un système d'information là où ils travaillent, ils développent leur petit outil pour suivre leurs patients et faire ce qui les intéresse. Après, si vous êtes dans une structure de santé, en général, elle va vous accompagner à développer votre besoin. L'un dans l'autre, euh, l'idéal, c'est d'avoir une structure informatique parce que vous verrez que vous allez commencer des choses
et qu'après, il faudra faire évoluer votre système par rapport aux besoins que vous collectez. Donc, le point de départ quand même idéal, c'est que la structure informatique vous accompagne à développer en interne, mais surtout qu'ils utilisent des standards d'interopérabilité pour que ce patient-là que vous êtes en train de suivre, demain, s'il y a d'autres informations qui sont collectées ailleurs, que vous puissiez en disposer. Parce que vous pouvez faire votre suivi de votre patient aujourd'hui. Il passe 1 mois, 2 mois avec vous. Pour une raison X, Y, Z, il voyage dans une autre région. Là-bas aussi, on le soigne. Et quand il va revenir, vous aurez potentiellement besoin de cet historique-là. Et c'est pour ça que, idéalement, ce serait bien que votre structure ait un système et que ce système-là puisse être interopérable pour que demain, vous puissiez aussi collecter d'autres informations qui viennent d'ailleurs. D'accord, ok. Donc je vois que c'est beaucoup plus clair. Parce qu'en fait, c'était ma vision. Mais c'est vrai, comme moi, je commence tout juste. Donc voilà. Et j'avais pensé juste à leur proposer l'outil et ensuite l'intégrer eux-mêmes par leur système de santé, leur système informatique. Mais effectivement, si on peut déjà travailler en amont sur les besoins futurs, comme vous l'expliquez maintenant avec le monde qui est vaste, en fait, on voyage beaucoup. Il savait que c'est nécessaire, surtout dans la gestion des pathologies chroniques. C'est vrai que C'est c'est ça. le B.A.-ba, en fait. Donc, Ouais, ok. c'est ça. Merci pour la réponse. Je vous en prie. Merci beaucoup. C'est 2 champions d'Afrique qui se sont communiqués. Donc, bon, j'ai écouté sans intervenir. Il y a Madame Touré, Touré Nella Duplut qui est là, qui a levé la main. Madame Merci, Touré. Merci, Corinne. Merci. Merci à Monsieur Gay, Oui, Champion. le oui, champion. c'est ça. Ok, d'accord, le champion. Merci pour cette présentation. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié. Comme vous le savez, moi, j'ai eu cette question et j'aimerais partager cette question avec vous concernant tout ce qui est infrastructure et les données. Comment on protège ces données? À qui appartiennent ces données? Par exemple, si je m'adresse au gouvernement ici en Côte d'Ivoire, comment je peux répondre à cette question sans que j'ai un souci avec la sûreté et la sécurité des données? Parce que le PNUD, maintenant, on est vraiment parti avec la digitalisation. C'est vrai, on en parle, l'interopérabilité, elle est là, on a les logiciels, vous avez les applications, les startups, mais tout ça, où ça part? Les données, est-ce que c'est le gouvernement qui va protéger ces données? Comment ça se passe? Vraiment, c'est une question que je vous pose comme on me l'a posée. Et j'aimerais vraiment avoir vos idées pour que je puisse être à l'aise plus tard. Comme on l'a dit pendant la CAN, hawa hawa. Alors, cette question, je vous rassure, elle vient dans toutes les réunions, dans toutes les présentations. C'est vraiment le sujet dont tout le monde parle, à qui appartiennent les données. Alors, le premier propriétaire des données, sans parler technique, c'est le patient. Aujourd'hui, la donnée, elle appartient d'abord au patient. Et ça, c'est important que tout le monde en soit conscient. En réalité, les structures de santé sont des responsables de traitement. C'est-à-dire que ils manipulent les données pour le bien du patient, mais le patient a tout à fait le droit de dire enlevez toutes mes données de vos systèmes. OK? Donc, aujourd'hui, c'est la première appartenance. La seconde, quelque part, ça va être l'État dans le cadre d'une politique publique nationale de santé. Aujourd'hui, l'État, on va dire, est garante des données, garante du fait que ce soit utilisé correctement, utilisé à bon escient, et que ce soit pas utilisé à d'autres fins. Ça, on est encore dans tout ce qui est théorique, tout ce qui est légal, entre guillemets. Alors, une fois qu'on a dit ça,
au moment d'implémenter, il y a des choses qui sont incontournables. Aujourd'hui, si on parle d'infrastructure de données, de santé, et qu'on parle tous d'interopérabilité, donc des données disponibles partout dans nos pays, il faudrait que les infrastructures soient là, disponibles, pour pouvoir adresser la problématique correctement. Nous, par exemple, qui travaillons avec des hôpitaux, mais un hôpital, ça fonctionne 7 jours sur 7. C'est-à-dire que tu peux te faire solliciter le dimanche à 1 heure du matin. Et donc, il faut des infrastructures robustes pour que ça tienne. Donc, à partir du moment où il faut une infrastructure robuste, on peut bien parler de souveraineté, ce qui est légitime, mais il va falloir garantir que cette infrastructure robuste est disponible localement, si on va au bout de la démarche de souveraineté. Et donc, aujourd'hui, ce qu'il faut faire vis-à-vis de nos États, c'est de les mettre en face de leurs responsabilités. OK, souveraineté, mais donnez-nous des infrastructures fiables qui peuvent garantir la disponibilité en temps réel, anytime, pour le patient. En attendant que ce soit disponible, il y a des infrastructures cloud qui sont ailleurs et qui marchent et qui peuvent être contrôlées à partir du moment qu'il y a une bonne gouvernance. Parce qu'aujourd'hui, on a beau parler de souveraineté, nos mails, nos WhatsApp, tout ce qu'on fait aujourd'hui n'est pas dans nos pays. Ces mêmes gouvernements qui vous parlent de souveraineté ont des programmes en interne où les données sont hébergées ailleurs. Donc, il y a la façade où tout le monde crie, tout le monde bombe le torse, mais à la fin de la journée, il faut qu'on voit ce qui est bien pour le patient. Et pour moi, ce qui est bien pour le patient peut être hébergé en Afrique, ailleurs, à partir du moment où il y a une bonne gouvernance qui est mise en place. Et c'est grâce à cette gouvernance qu'on va faire les contrôles de sécurité, qu'on va faire les vérifications, qu'on va respecter la loi par rapport au pays. Voilà. Donc, il y a un juste milieu à trouver entre la fierté de souveraineté et la réalité qui est là si on veut faire des choses qui marchent et ne pas juste être dans la théorie des PowerPoint et de la projection théorique. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Merci, c'est gentil. Merci Henri pour cette réponse. C'est vrai que j'avais une question, mais il y a Hans Kakou qui a levé la main. Donc, je vais lui permettre de pouvoir reposer sa question et moi, je vais revenir. Hans Kakou, Bonsoir tout le monde. bonsoir, Bon, vous vous c'est pas a présentez et puis priori, vous posez votre question. c'est pas une question, c'est pour apporter un élément de réponse à la D'accord, question de madame. d'accord. Alors Vous déjà, vous à présentez bien propos, avant. je suis Ange Kakwa. Voilà, disons simplement que je suis membre de la communauté. D'accord. Voilà. Donc, à propos des données, euh, lorsqu'on arrive dans les questions de gestion des données, il faut distinguer d'abord trois éléments qui constituent en fait, on va dire, l'hébergement. Il y a le stockage des données, c'est-à-dire des fichiers eux-mêmes là où est-ce que sont déposées les différentes informations. Il y a le réseau qui nous permet de pouvoir consulter ces informations lorsque on en a besoin. Et puis, il y a un troisième aspect qui est le chiffrement. Voilà. Ce pourquoi on s'inquiète le plus, la plupart du temps, c'est du stockage. Et ça, c'est quelque chose qui, théoriquement, peut être fait assez simplement sur des disques durs, sur des NAS, sur des clés. En tout cas, c'est facile de stocker. Mais lorsque c'est stocké sur nos ordinateurs, c'est stocké sur nos NAS, sur nos disques durs et autres, c'est comment est-ce qu'on les rend disponibles là, pour pouvoir les avoir lorsqu'on se déplace, lorsqu'on change de poste. C'est ça qui fait, on va dire, le problème. Et c'est à ce moment-là que le réseau va entrer, on va dire, en place. Alors, si on veut se pencher plus sur l'architecture, on peut décomposer notre cloud en plusieurs niveaux. C'est-à-dire,
on peut décider que on fait, au lieu de faire du cloud public avec des serveurs comme Google, Amazon et autres, on peut décider de, à notre niveau, garder le stockage et puis utiliser des clés de chiffrement ou alors le réseau de un de ces opérateurs-là pour pouvoir avoir accès à cette donnée-là. Et pour ceux qui connaissent un peu, le réseau ne stocke pas, ça permet de pouvoir avoir accès. Donc, en cas de piratage, en cas de... Si on veut changer le système et autres, nos données nous appartiennent. Le réseau, c'est ce qu'on utilise pour pouvoir y avoir accès. Maintenant, ça demande en fait de pouvoir mettre en place des architectures qui répondent à nos besoins et non juste vouloir suivre ce qui est présenté tout près et puis dire que c'est ce qui est bon, c'est ce qui est utilisé partout et puis l'utiliser, quoi. Voilà, donc on doit peut-être essayer de penser des modèles qui sont beaucoup plus adaptés à nos inquiétudes et aussi à nos moyens. Ainsi un peu. D'accord. Merci vraiment à vous. Merci pour la question. Est-ce qu'il y a une autre question? Est-ce qu'il y a une question? Sinon, moi, j'ai une question. Juste une petite question. Donc, je vérifie qu'il n'y a pas de question. Ma question est toute simple. Qu'est-ce qui pourrait, on va dire, rassurer plus le secteur privé pour les partages de données avec le système national? C'est une question que je pose comme ça. Qu'est-ce qui rassurerait le plus le secteur privé, à votre avis, pour partager ces données avec le système national? Je pense que comme dans tout, hein, on est dans un cadre où il faut mettre en place la confiance. Euh, Aujourd'hui, bon, je vais pas citer, hein, mais j'ai discuté avec un professionnel de la santé qui nous remonte que bah, l'État se plaint de ne pas recevoir les données du privé. Et je lui demande, mais du coup, vous qui faites l'effort de remplir les données, quand vous les remplissez, qu'est-ce qui se passe derrière? On vous remercie, on valorise ce que vous faites et en fait, je me rappelle, le médecin m'avait dit, en fait, on nous traite d'incapables. On nous dit, tu n'as pas bien rempli comme ça, il fallait faire ci, il fallait faire ça. Et en fait, ça n'a l'air de rien, mais ne serait-ce que la valorisation de ce que tu fais, c'est encourageant pour continuer à faire. Et aujourd'hui, je pense que les acteurs du privé n'arrivent pas à sentir cette valorisation de leur apport. Et ça, il faut renforcer le dialogue. Il n'y a pas de solution miracle. Et il faudrait aussi faire un plaidoyer pour que des financements qui viennent alimenter le secteur public puissent aussi aider le secteur privé. Alors, pas aux mêmes proportions, bien évidemment, parce que c'est un choix d'être un acteur du privé, mais qu'il y ait une contribution. Et ça rend la chose inclusive aujourd'hui. Mais quand on parle quand on dit à un acteur privé, bon, tu es un privé, et t'as pas droit au financement, bon, donne tes données et puis basta. Et alors que toi, tu fais 50% de l'activité du pays, ça peut être compliqué de les convaincre. Voilà. Donc, il y a un dialogue à établir entre aujourd'hui le potentiel détenu par les acteurs du privé et faire comprendre quand même au secteur public, aux décideurs publics, d'avoir une approche beaucoup plus inclusive et ils y gagneraient. Parce qu'aujourd'hui, si les décideurs ont à la fois les données du public et du privé, ils savent en temps réel ce qui se passe sur le pays, ils peuvent anticiper sur des maladies, sur une organisation, etc. Donc le gain est immense. D'accord. Et peut-être dernier point, hein, c'est il faut aussi que parfois le privé puisse discuter en interne, entre privés, pour réussir des choses. C'est ça. Voilà, parce que il y a aussi le fait de dire, bon, moi, je suis le privé, je pèse X, mais déjà, entre nous, privés, on n'arriverait à rien réaliser ensemble. Donc, du coup, ça crée une défiance, mais s'ils arrivent à créer des choses déjà entre eux, ça pourrait être valorisé à l'échelle du pays. D'accord.
L'autre question pour moi elle sera vraiment centrée, centré patient, ce serait en quoi est-ce qu'une meilleure intégration du privé peut-elle réellement, on va dire, améliorer la continuité et puis la sécurité du soin du patient? L'information fiable au bon moment, au bon endroit. Déjà, rien que si on parle sur l'aspect financier, euh, pour ceux qui ont pu voir un ou deux de mes pitchs où je racontais l'histoire de ma belle-mère, mais en fait, je sais même pas combien de fois on a refait les mêmes examens. Donc déjà, financièrement, c'est un coût. D'avoir cette fragmentation-là, ça crée un coût parce que souvent, si le médecin n'a pas l'ensemble de l'historique, le médecin va te represcrire des examens pour lui-même avoir des résultats et se faire sa propre idée. Donc déjà, il y a un impact financier, il y a un impact sur les délais de prise en charge parce que quelqu'un qui est malade veut se faire soigner rapidement. Et donc, si on vous demande de refaire des examens, on vous pose plusieurs fois les mêmes questions, quelque part, on est en train de vous prendre du temps qui aurait été utile pour mieux diagnostiquer votre maladie. Donc, ça fait gagner du temps, ça fait gagner de l'argent et ça améliore la qualité de la prise en charge aujourd'hui. Si un médecin privé est capable de voir l'ensemble des choses que vous avez effectuées, quel que soit l'endroit, il est capable de prendre des décisions beaucoup plus vite. Et du fait qu'on a un système aussi interopérable, s'il a besoin d'avis de son collègue, le fait que les systèmes échangent va faciliter aussi cette demande d'avis, que ce soit via de la télémédecine ou via du référencement. À partir du moment où les systèmes sont connectés, l'innovation est là pour créer ce cadre où, sur votre cas, plusieurs acteurs privés peuvent intervenir très vite, plus vite que si tout était sous papier et en mode fragmenté. D'accord. Et ça m'amène à poser une question. Qu'est-ce qui empêche, à votre avis, on va dire réellement, qu'est-ce qui empêche une vraie, alors là, une vraie interopérabilité sur, moi je vais me limiter qu'à l'environnement africain là. Est-ce que c'est l'absence de standards? Est-ce que c'est, on va dire, c'est le manque de règles communes? C'est quoi pour vous qui empêche une vraie interopérabilité concrètement, à votre avis? C'est une question pas simple. Parce que Ouais, pour non, moi, mais je veux juste votre avis. Après, ouais, je vais m'adresser quand même à certains professionnels qui sont là. Il y a Eric mm, qui a levé la main, mais mm, juste un avis, hein, juste un avis. bien sûr, bien sûr. Euh, je, je pense que l'absence de standard est un vrai problème. Parce que chacun fait des choses dans son coin. Et comme il n'y a pas de standard, il n'y a pas de gouvernance, si je prends par exemple les éditeurs, bah, on travaille très peu ensemble malgré tout le bruit qui est fait. Chaque éditeur gère un peu ses hôpitaux en mode bon, c'est mon périmètre, quoi, je protège mon périmètre. Voilà, c'est ça la vérité. Alors que s'il y avait un cadre d'interopérabilité avec une gouvernance, tu sers la clinique X, Y, Z, ton collègue sert la clinique A, B, C, D, la gouvernance oblige que vous échangez. Donc ça, ce manque de gouvernance est un facteur limitant. Après, je vais faire appel aux médecins, comme il y en a dans le call, il faut aussi qu'ils nous aident. Donc aujourd'hui, les professionnels de santé ont très peu de temps. Généralement, ont leur manière de gérer leurs patients avec on va dire, leurs habitudes. Et donc, la conduite du changement, c'est un vrai challenge. Aujourd'hui, quand tu viens rencontrer une structure de santé, la partie financière, ça, tout le monde est d'accord qu'il faut la digitaliser parce qu'il faut gérer les sous. Quand on commence à parler du dossier patient, là, c'est compliqué. Les médecins n'ont pas le temps. Ils font leur ordonnance, c'est plus rapide d'écrire que de le faire numérique. Chaque médecin a son dossier patient comme il le voit. Et ça, c'est compliqué. Voilà. Ça, cette conduite du changement auprès des médecins en tant que tels,
Pour moi, c'est un facteur limitant. Mais on espère que ça va progresser avec le temps. D'accord. Il y a Eric Traoré qui a levé la main. Et puis, pour la question qui a été posée, peut-être que je vais revenir après à Dr. Kevin et envoyer la dernière question parce que je crois que l'heure d'Henri arrive. Oui, Eric. Oui, allô, bonjour. En tout cas, je voulais remercier beaucoup notre exposant. J'avoue que j'en ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ben, la question que je voulais poser vient un peu à la suite de celle que Madame Corinne. Nous savons qu'au niveau du privé, les propriétaires des cliniques ne sont pas forcément des professionnels de la santé. Donc, avec votre expérience, quels sont les véritables irritants en fait? Est-ce que c'est les médecins qui, pour eux, ben, écoute, on a une façon de fonctionner, on n'a pas envie de changer l'apprentissage. Nous savons tous que l'être humain, la gestion du changement est la chose la plus difficile. Ou c'est au niveau, on va dire, des tenants de ces cliniques qui ne sont pas forcément des professionnels de la santé, qui pour eux, ça va plus ou moins nécessiter un coût en plus, peut-être un personnel en plus. En tout cas, c'est la question. Je voulais avoir votre avis là-dessus. Merci bien. J'ai une petite anecdote pour ça. Euh, Nous, depuis le début, hein, quand on parlait de ce projet-là, on parlait que de dossiers patients, en fait. Rendre la donnée médicale disponible, faciliter le parcours de soins, dossier patient X, Y, Z. Et en fait, quand tu arrives sur le terrain, tu te rends compte que le dossier patient, c'est un besoin, mais tu te rends compte que 100% des structures digitalisées digitalisent d'abord l'aspect financier. 100%. Même le projet qu'on est en train de faire avec l'État du Sénégal actuellement, le retour d'expérience au bout d'un an et demi, là, actuellement, en 3 semaines, là, on a enrôlé une dizaine de structures. On a d'abord fait la partie financière. Donc, pour moi, la digitalisation financière avec les dirigeants n'est pas du tout un frein. Pas du tout. Le frein, c'est vraiment quand on arrive sur la partie médicale. Encore une fois, sur la partie conduite du changement, sur le fait qu'on n'a pas de dossier patient standardisé. Vous pouvez travailler avec 3 cardiologues qui vous donnent 3 dossiers patients différents. Et donc, vous, en tant qu'éditeur, vous êtes là en train de rendre votre dossier patient de cardiologie dynamique. Voilà. Donc, ça, c'est un vrai challenge, cette conduite du changement. Maintenant, il y a aussi un point, votre question me permet de rajouter ce point-là. Nous aussi, en tant que fournisseurs, il faut qu'on sache comprendre le besoin des médecins. Voilà. Ça, parfois, c'est le point faible des IT. Les IT développent souvent les choses dans leur bureau, avec leur vision, en totale déconnexion avec la vision du médecin, et ça fait que derrière, l'adoption est compliquée. Donc, c'est un mix entre le médecin qui est prêt à jouer le jeu, les médecins qui s'accordent sur un dossier patient et l'IT qui apprend aussi à développer quelque chose qui est vraiment attendu et non l'innovation de malade, mais qui ne règle aucun problème au final parce que c'est déconnecté de la réalité. Voilà. D'accord. Merci Henri. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Ah, docteur Kevin. Ah, d'accord. Docteur Kevin, allez-y. Parce qu'on a indexé les médecins. Donc, il y a un médecin qui prend la main. Docteur Kevin, vous êtes là? Docteur? Je ne sais pas, il a levé la main. Je ne sais pas s'il est à côté. Oui, Allô? oui, docteur. Oui, docteur Allô? Kevin. Oui. Vous m'entendez? Oui, on vous entend maintenant. Allô? Oui, on vous entend maintenant. Ok, d'accord. En fait, ce que je voulais dire par rapport au dossier patient et par rapport au changement, je pense qu'on l'a dit plusieurs fois, hein. Ce qui est important, c'est que
le logiciel, les outils numériques sont des supports pour aider le médecin à pouvoir faire son travail. Et de l'autre côté, le plus souvent on dit en médecine, la médecine est souvent une science et une art aussi. Parce que c'est vrai, il y a les dossiers standardisés, mais il y a certaines choses que le médecin, en examinant, va rajouter. Et donc, il va escamoter certaines passages, ce pas les éléments les plus importants. Donc, il ne peut pas, par exemple, quand il y a un signe particulier par rapport à un organe, il ne va pas renseigner tous les organes. Il va beaucoup plus se focaliser sur l'organe le plus important. Et donc, vous n'allez pas avoir peut-être des informations sur les autres organes qui sont potentiellement sains. Donc, et de l'autre côté, je pense que c'est un apprentissage progressif qui va se faire entre celui qui apporte la solution. C'est-à-dire que ceux qui apportent la solution, il faut que cet apprentissage se fasse de manière progressive. Et puis, un élément qui est important, c'est qu'il faut toujours aller vers celui qui va utiliser, disons, l'outil et demander aussi son avis sur ses besoins réels. Et c'est beaucoup plus facile. C'est-à-dire que lorsque vous commencez la mise en place de votre technologie en prenant en compte le besoin réel des personnes, là, vous avez moins d'écart et l'appropriation est beaucoup plus facile. Donc, et puis, il faut savoir aussi une chose, il y a un problème de génération. Donc, vous avez beaucoup de médecins qui ont été formés sur du papier pendant longtemps et qui ont toujours, c'est-à-dire que pour nous, c'est toujours intéressant pour lui de pouvoir écrire sur un papier, de donner le papier aux patients, en lui donnant des conseils. Donc, c'est aussi un art. Donc, du coup, il y a certaines choses, il ne faut pas partir rapidement pour dire, bon, ben, je fais du tout, j'envoie un truc là, donc dans le mail du patient, le patient le prend, je ne sens pas que, voilà. Donc, je pense que c'est tous ces éléments-là qu'il faut progressivement voir et voir ce qui est possible et puis les autres. Moi, j'ai un ami, il saisit tout dans son logiciel, mais il tire quand même pour donner au patient. C'est à ce moment-là qu'il sent qu'il a donné une ordonnance au patient. Donc, je pense que c'est un élément qui va être de manière progressive. Et donc, petit à petit, on va digitaliser les aspects les plus digitalisables. Maintenant, il faut laisser aussi un aspect humain, hein, aussi à la santé, où il y a des aspects de compta, des trucs qui sont là. Donc, il faut prendre en compte tous ces éléments-là dans le processus de digitalisation qu'on est en train de mettre en place. Encore une fois, félicitations. Je n'ai pas tout suivi, mais c'est cet aspect-là qui m'a beaucoup plus accroché. Et j'étais en consultation, en fait. Donc, je suivais juste de loin. D'accord, merci beaucoup et félicitations à vous présentateurs. Ça, c'est un médecin qui est prêt hein, Ah pour oui, la digitalisation. vraiment, il a laissé les patients, il est venu. Il y a M. Ibrahima qui a pris la parole. Je vais prendre deux derniers, puis on va clôturer pour lui parce qu'il y a Henri qui doit partir. Il a une réunion tout à l'heure. À partir de 16h, il faut qu'il se mette en jambe. Monsieur Ibrahima Diallo. D'accord. Merci déjà à tous. Ibrahima Diallo de Visa Médical Guinée-Conakry. Enchanté. Comme le disait, je pense que je vais juste partager une expérience par rapport à des faits sur la digitalisation du parcours du malade diabétique et hypertendu. Comme le disait le docteur, le médecin qui vient de passer, Docteur Kevin. Kevin, nous, les éditeurs de logiciels, la plus grosse difficulté qu'on veut, c'est le fait de vouloir standardiser de l'art. Et on ne le fait pas parce qu'on le veut juste le faire, parce que nous estimons que pour collecter la donnée individuelle du malade, pour aller vers des prédictions de complications de santé, nous avons besoin de certaines données, nous avons besoin de certaines manières. Et le standard technologique qui existe nous envoie à amener des styles ou bien des approches de collecte de ces données qui sont contraignantes pour les médecins. Au cas d'usage, quand nous on travaillait sur la question du diabète, je vous assure qu'avant d'aller à Abidjan en 2021 pour présenter nos résultats des essais cliniques,
lors du Congrès africain de la diabétologie. Ça nous a coûté 2 ans, 4 mois de pouvoir digitaliser le parcours du malade diabétique. Sachant que c'est un malade qu'on appelle des malades multispécialistes et des malades nomades. Donc, pour pouvoir traiter une seule complication, il peut avoir le cardiologue qui intervient, le radiologue qui intervient, l'ophtalmologue qui intervient, le podologue qui intervient, le diabétologue qui intervient pour réorganiser, pour avoir... Donc, quand on a commencé, pour nous, c'était avec le médecin diabétologue, l'endocrinologue. Après, on a compris que chacun, le cardiologue face à un malade diabétique, a un standard de prise en charge un peu différent si c'est un malade pour une autre catégorie, pour une autre pathologie liée à la cardiologie. Donc, c'est là où on a compris qu'on ne pouvait pas développer un système généraliste. La première année, on a échoué parce que tout ce qu'on a fait, on a arrivé à zéro. Et la deuxième des choses, parce que la conduite du changement, elle est officiellement liée à l'approche du développement de système. OK? Et nous, techniciens, initialement, je vous avoue qu'on est dans un carcan pour obtenir les données. Et quand on a développé, on a compris qu'il fallait développer des outils qui répondent à la déontologie médicale, tout en permettant un système qu'on a appelé multispécialiste, qui est dynamique, qui permet aux médecins aujourd'hui, parce que pour préparamétrer les plaintes les plus récurrentes au niveau de l'ophtalmologie, demain, un autre malade viendra avec d'autres plaintes. Mais le médecin, une fois qu'il sait cette plainte, ne veut plus le ressaisir demain. OK? Donc, il faut développer des systèmes qui grandissent et qui se nourrissent en fonction de la pratique médicale du médecin qui l'adopte dans le temps. Donc, et nous, les systèmes qu'on développe ne sont pas des systèmes dynamiques. C'est ça la complication de la e-santé. Le Canada est en train de refaire tout son système parce que la première phase a échoué et aujourd'hui, on veut aller vers l'IA, on veut aller vers la capitalisation des données antérieures médicales. Et aujourd'hui, on ne peut pas le faire avec le système qui existe. Et changer, c'est plus compliqué. Nous, en Afrique, on est à la phase de démarrer. Et je pense qu'on est en train de vouloir refaire la même erreur. Nous, on a commencé avec un hôpital. Aujourd'hui, on est avec 16 hôpitaux publics, près de 1 million de malades. Mais je vous assure, la chose la plus difficile, on dit la conduite du changement, mais c'est par rapport au système, de la manière dont il est développé. On a reconstruit plusieurs fois pour que le système, il devienne un système qui s'adapte et qui obtient des connaissances à partir de la pratique médicale de médecin dans le temps. Comme l'a dit le médecin qui vient de passer, aujourd'hui, il peut avoir besoin de cet organe parce que, compte tenu de l'état du malade, compte tenu de l'urgence, il ne va pas se concentrer sur tout le parcours que le système l'oblige à respecter, au moins, même s'il les laisse vite. OK? Il va se concentrer. Demain, il ne va pas le faire. Demain, après-demain, il peut faire tout. OK? Donc, ça fait que quand on rentre dans les hôpitaux, quand on a nos systèmes, les seuls enclins à utiliser, c'est les infirmiers qui veulent faire plaisir aux médecins. Mais la connaissance médicale, elle est détenue par le médecin qui fait face au malade. Donc, en dehors de juste consulter le malade classiquement dans le système, l'infirmier le fait, on est en train de perdre l'essentiel de la connaissance médicale qui, dans le temps, doit nous permettre d'avoir des données plus structurées. Donc, pour nous, je pense que le challenge, c'est développer un système qui grandit avec le médecin, qui apprenne et qui obtienne la connaissance et qui s'adapte à son milieu. Donc, j'aurais aimé ça c'est mes suggestions, qu'on aille plus vers l'approche spécialiste, mais pas des approches spécialistes figées. Voici ce que je voulais ajouter. La conduite du changement, par défaut, ça viendra. J'ai aimé beaucoup ce qu'Henri disait, qui était très drôle. Tous les hôpitaux, pas les médecins, les gestionnaires veulent gérer d'abord l'argent avant de gérer la pratique médicale. Par contre, celui qui fait l'argent, c'est le médecin. Et le médecin, il ne veut pas qu'on comprenne tout son circuit parce qu'il est mal payé, l'hôpital a plus le paquet, parce que c'est la difficulté qu'on a eu, mon frère. L'hôpital a eu plus de paquets à tous les équipements qu'il faut. Le médecin n'a pas les équipements, mais sa connaissance. Donc, il prend ses malades, il envoie, il les fait bénéficier de l'écosystème de l'hôpital. Après, les reprennent. Voici le vrai circuit réel du cas quotidien. Donc, je sais que tout le monde veut digitaliser. Et la caisse, tout ce qui les intéresse, c'est deux choses. C'est pour cela la digitalisation a de la difficulté. C'est le labo, c'est la pharmacie, c'est la radio. Pourtant, la digitalisation, nous voulons passer au dossier malade. Le dossier malade, les autres, c'est le complément. C'est-à-dire, on ne demande que la radio, le labo, la pharmacie, que quand le malade est consulté. Donc, voici la vraie difficulté. Et l'interopérabilité ne viendra pas si le médical n'est pas au cœur
de l'approche du développement du système. Et voici ce que je voulais ajouter. Merci, à très vite et invitation à tout le monde. Je suis en train de manger. Merci beaucoup. Merci. J'espère qu'on aura bientôt la Guinée ici aussi lors de l'une de nos sessions. Alors, ma dernière question, et c'est très important que je la pose, franchement. Henri, tu vas partir, mais c'est la dernière question. Il faut que je Pas la de pose. problème. Pas de On problème. parle d'interopérabilité. On parle Mhm. d'interopérabilité. Et tout de suite, tu vois, il y a le Sénégal, il y a la Guinée et il y a la Côte d'Ivoire. Donc, je pense que tu sais là où je veux partir. On voit des pays qui sont là. Et Mhm. donc, la question que je suis en train de me poser tout de suite, c'est si on devrait, qu'on va dire, comment instaurer d'abord, non, on va pas aller, si je dis comment, ça va être trop long. On va aller dans des Mhm. projections, dans des actions. Si nous devrions lancer des premiers cas d'usage d'interopérabilité entre pays, quel Mhm. serait le plus pertinent et le plus réaliste? Par exemple, est-ce qu'on irait sur les urgences, des maladies chroniques, la santé maternelle, les assurances, les voyageurs, ou vraiment tout de façon générale? Quel serait pour là où le cas d'usage et, parce que c'est une question à deux volets, quel Mhm. pays ou quelle région pourrait être un bon pilote? La question orientée. Ah, non, pas vraiment orienté parce que, en fait, ça m'est venu quand j'ai entendu la Guinée parler. Je dis, mais je vois la Guinée. Je suis avec le Sénégal, il y a la Côte d'Ivoire, mais je sais que Dr Kevin au Togo, donc ce ne serait pas correct qu'on finisse là comme ça. Il faut que ça finisse quand Ouais, même bien sûr, sur des bien sûr, réflexions perspectives. bien sûr. Alors, elle est orientée dans le sens, en fait, on est dans une communauté e-santé francophone. C'est ça. Je pense qu'on est tous des entrepreneurs, des panafricains et on rêve que notre aussi zone francophone ait un poids parce qu'il y a des champions. J'ai entendu Monsieur Diallo là Mhm. et voilà, je me suis senti vivant dans ce qu'il disait parce que tu entends quelqu'un, tu sais qu'il est en train de vivre la même chose. Donc ça veut dire qu'on a le potentiel en fait pour adresser ces problématiques-là au-delà de nos pays. Maintenant, comme il disait, il y a tellement de challenges, de spécialités, etc., qu'il faut qu'on fasse des choix. Et aujourd'hui, avec Sénégal, Côte d'Ivoire, Guinée, Togo, etc., en tout cas, moi, les premiers use cases, ce serait déjà d'être capable de dire qu'est-ce qu'une fiche d'urgence pour un patient, qui serait une fiche qui contiendrait des données clés du patient, même s'il n'y a pas tout le détail, mais au moins on a un certain nombre d'informations qui permettent d'avoir un profil médical pour le patient. Et cela accompagné d'une logique qui permet d'identifier ce patient-là de manière unique entre nos pays. Ça veut dire qu'on sait vous reconnaître et on sait décrire votre profil médical. Et pour moi, ça, déjà, c'est une belle victoire parce que c'est pas trop touffu. Plus c'est touffu, plus il faudra aller chercher beaucoup d'informations à gauche, à droite, alors qu'au niveau local, on n'est pas encore 100% prêt. Donc, pour moi, c'est de définir cette fiche standard qui peut servir en cas d'urgence et l'identification unique de manière fiable à travers nos pays. Et ça, pour moi, c'est accessible largement avec des gens qui seront là connectés ou d'autres acteurs avec qui on pourrait discuter. D'accord. Merci, merci Henri. On ne va pas prendre beaucoup plus de temps. Je pense qu'on a fait l'essentialité là. L'essentiel, on parlait d'interopérabilité aujourd'hui, interopérabilité nationale, interopérabilité entre pays. L'Afrique francophone, on vient d'en parler là tout de suite. La présentation a été faite, certains verront en streaming pour ceux qui n'ont pas été suffisamment, qui n'ont pas suivi dès le départ, je pense. Et puis, un appel lancé aux professionnels de santé en leur demandant de pouvoir vraiment aussi aider à ce qu'on puisse arriver à cette interopérabilité-là. Et bien évidemment, avec tous les acteurs qui sont ici, avec des opérateurs des Nations Unies comme le PNUD qui est connecté par exemple, comme certaines personnes du ministère, des différents ministères que je vois connectés. Donc je pense que cette interopérabilité, on peut dire qu'elle est possible en fait, mais va peut-être déjà commencer. Il faut déjà commencer, il faut déjà débuter.
Et je pense que le fait de déjà adresser ici et d'en parler, c'est une bonne chose. On a évoqué le cas du secteur privé parce que on s'est dit que le public est déjà une préoccupation de nos États beaucoup plus que le privé, il faut qu'on le dise, quoique c'est aussi important. Mais, et je pense que public, privé, c'est ensemble qu'on pourra aller à cette interop. Mais dès lors que nous-mêmes, on peut aider à contribuer, ce serait de commencer avec le secteur privé. On a Aeon, on a le Pass Santé, on a monsieur Roland qui nous a présenté une solution. On a pas mal de structures ici. On a mon ami Geoffrey qui est là également avec sa solution. On a pas mal de startups qui sont là également, qui ont des solutions. Je pense qu'il faut à un moment donné qu'on puisse s'asseoir et puis réfléchir, aussi bien en termes d'interopérabilité nationale sur des solutions au secteur privé, mais également aussi entre pays. Il faut qu'on essaie de penser, qu'on essaie de mettre les premiers pilotes pour essayer de voir. Il faut que ça commence par nous pour montrer que c'est déjà possible. En ce moment-là, peut-être qu'on pourra attirer un tout petit peu le regard de tout ce qui est décideur pour voir pourquoi pas Aeon en train de déployer au Togo et que ce soit Dr Kevin qui puisse utiliser la solution pour montrer que c'est possible, que les patients au Togo on va dire, peuvent continuer leur suivi aussi bien au Sénégal qu'en Côte d'Ivoire, qu'en Guinée. Et je pense que c'est à ça qu'on doit pouvoir arriver bientôt. Donc, je vais dire merci à tout le monde pour cette session qui, moi, ça me parle vraiment. On n'en finira pas, donc autant il faut bien qu'on finisse. On aura d'autres sessions qui vont venir. Je veux que tout le monde, vraiment, que vous donniez des réactions à vous tous parce que vous avez participé. C'est l'une des sessions où personne n'a bougé. Tous ceux qui étaient connectés sont restés jusqu'à la fin. C'est-à-dire que c'est important pour tout le monde, cette question d'interopérabilité déjà nationale et entre pays. Et puis, pendant que je parle, Kétan m'a envoyé les sondages pour demander à tout le monde de faire les sondages. C'est important pour nous, ça nous permet de nous améliorer. Donc, Kétan, vas-y. Et puis, pendant que vous êtes en train de participer au sondage, vous dit également qu'il y aura des attestations. Ceux qui ne sont pas inscrits sur le IECO, je vous prie. Kétan, tu peux mettre le lien dans le chat pour qu'ils puissent s'inscrire sur IECO, mais ceux qui sont dans le groupe WhatsApp pourraient également aller dans le groupe WhatsApp et ceux qui souhaitent intégrer le groupe WhatsApp. On est là, vous pouvez intégrer ce groupe-là, on s'entretient régulièrement. Alors, il y a une nouveauté. À partir de la semaine prochaine, les mois à venir seront très chargés pour la communauté éco. On a eu des groupes de travail, 11 groupes de travail pendant le bootcamp. Et on a décidé que les groupes de travail vont se réunir pendant les sessions comme ça pour qu'on travaille chaque mercredi sur un groupe de travail. Parce qu'il y avait des personnes qui voulaient être dans l'inclusion, d'autres dans l'interopérabilité, d'autres dans l'IA. Et donc, ces groupes de travail-là vont se retrouver pour travailler. Donc, à partir du mercredi prochain, on aura les différents groupes de travail qui vont se réunir. Et on va travailler. Après, un groupe de travail appellera un autre groupe de travail, appellera un autre groupe de travail, pour qu'ensemble, on puisse voir tous les groupes de travail qui ont eu lieu. Ensuite, après ça, ça sera tout le mois de février. Et le mois de mars, on va lancer quelque chose d'extraordinaire. On lance le challenge Éco e-Santé Afrique francophone. Beaucoup de personnes sont entrées dans notre inbox disant que ils ont besoin de participer, ils ne se sentent pas impliqués dedans, ils veulent participer, ils veulent organiser leur propre session éco. Et donc, c'est bon, on a réfléchi, on a travaillé et c'est validé. Donc, on va lancer le challenge Éco e-Santé Afrique francophone. Comment est-ce que ça va se passer, ce challenge-là? C'est beaucoup plus simple. Chaque pays, alors le formulaire va être dans le groupe WhatsApp et ça va être même également dans, on va dire là, dans le chat là. Chacun peut décider de remplir le formulaire. Je donne un exemple. Tu as peut-être Dr Kevin qui décide de prendre le Togo et puis de dire qu'il décide que ce soit le samedi, le dimanche, peu importe. Il choisit sa date, il choisit son heure, il choisit tout ce qu'il veut. On lui met toute la logistique qui est là, on organise pour lui. Et il est avec sa communauté du Togo. Ils peuvent être en présentiel comme en distanciel ou en hybride. Peu importe, ça ne nous dérange pas. Il organise, c'est lui qui mobilise, c'est lui qui organise sa session. Et ça va être comme ça, challenge par pays. Donc, on verra si les champions d'Afrique peuvent avoir encore gagné ici, on ne sait pas. Le Sénégal peut essayer. Bon, voilà, on ne sait pas. Hein. Je dis ça, mais je ne dis rien. Il y a l'Algérie qui est là. Ah, bon, voilà, Mme Touré a levé les 3 doigts. Ils ne peuvent pas gagner. Actuellement, là, s'ils gagnent une étoile, nous, on gagne une étoile en Côte d'Ivoire. Donc,
Donc, il y a le Cameroun qui est là, il y a le Togo qui est là, il y a le Tchad qui est là. On dit Sénégal 2026. Vraiment, les Sénégalais vont me tuer dans l'inbox. Ensuite, il y a la Côte d'Ivoire qui est là. Il y a tous les pays réunis. Il y a le Cameroun. On On veut les souhaite... retirer, on veut les retirer la coupe. Merci, tu peux continuer. En fait, la seule personne qui peut leur retirer la coupe, c'est la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils étaient venus avec leur coupe en Côte d'Ivoire. Nous, on a récupéré la coupe. Bon, cette fois-ci, ils ont... on va la récupérer tôt ou tard. On n'est vraiment pas pressé. Même le continent qui a fait un maillot spécial pour la Côte d'Ivoire, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai dit ça et j'ai dit rien. Donc, en vrai, c'est vraiment un challenge pays parce qu'on veut vraiment une inclusion. On veut que tout le monde participe à ces sessions. Et à la fin de ces challenges-là, on aura nos sessions extraordinaires. Et il peut y avoir un challenge pour ceux de la diaspora. C'est-à-dire que ceux qui sont peut-être en France, ceux qui sont peut-être, je ne sais pas, vous pouvez mobiliser votre communauté et organiser votre propre session. On vous donne tous les outils. Donc, on organise avec Ethan, le Zoom, tout ce qui est là, les enregistrements. On est dispo pour vous. Mais c'est vraiment vous qui animez. On est là en infographie, on fait vos visuels, vos comptes, tout ce que vous voulez, on l'organise pour vous, pour que tout le monde soit au même niveau. Et on va avoir un jury qui, à la fin de tout ça, va pouvoir dire quel était le meilleur groupe, enfin la meilleure communauté pays qui a organisé sa session. Donc, il y aura des critères qui vont être... Meilleur Sénégal, donc on va nommer comme ça le truc. Même le Sénégal, même la Guinée aussi. Non, le nom de la coupe, même si c'est une coupe volée, mais le nom juste, on les honore. On les honore, oui. Le Sénégal, vous êtes foutus. Elle restera dans la mémoire de tout le continent. On a l'étoile. Point. On vous a tellement laissé, Sénégal. On vous a laissé. Ah non, mais ça, c'est chaud. Ça, c'est pas une petite... Il faut calmer la réunion là, sinon les choses vont aller trop vite. Il faut calmer. D'accord. Alors, donc vraiment, ce serait justement, c'est notre Caneco. C'est notre Caneco qu'on veut. Donc, on veut savoir qui va venir récupérer la coupe là avec le Sénégal. C'est lancé, vraiment c'est lancé et on souhaite. Donc, on va lancer déjà l'inscription, que les gens puissent se préparer. Tout le monde est pour vous préparer. Les premiers puissent déjà donner leur date. Nous, on s'organise. Vraiment, on s'aligne. Vous pouvez dire mercredi, vous pouvez dire lundi, vous pouvez dire jeudi, vous pouvez dire dimanche. Après-midi, matin, peu importe, on se mobilise pour vous. En fonction, c'est vous d'abord. Mais on ne vous laissera pas. Vous organisez tout, on vous assiste. Et les autres membres de la communauté viennent assister, mais c'est votre session à vous payer. Vraiment propre à vous. C'est ce que je souhaiterais dire pour finir. Si les sondages sont finis, il est 15h26 minutes. On est GMT à Abidjan, ici il est 16h en France, donc je me perds un peu. Mais vraiment, merci à vous. La prochaine session, Dr. Kevin, je pense que ça sera votre groupe de travail, ou bien ceux qui vont faire l'interopérabilité, ça sera le prochain groupe de travail qui va se faire la semaine prochaine, auquel on va revisiter les différents groupes pour voir ce qui a été dit, ce qui n'a pas été dit, pour que tout le monde puisse donner. Mais les challenges éco, c'est important. Moi, j'avoue que je serai neutre, donc je ne peux pas faire un éco en Côte d'Ivoire. Ce ne serait pas juste. Mais j'espère que ceux qui vont faire en Côte d'Ivoire, là, franchement, il faut avoir mon dynamisme. Sinon, on va faire comme... la coupe va rester au pays. Il faut que la coupe reste au pays. Il faut que la coupe reste au pays. Ça, c'est important. Que ça ne reste pas au Sénégal. En tout cas, merci à tous. Merci vraiment à tout le monde et bonne fin d'après-midi à vous tous. Merci. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez appris beaucoup de choses. Et on se voit la semaine prochaine avec une autre thématique, mais plutôt un groupe de travail la semaine prochaine qu'on va revisiter. Inch'Allah. Merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bye bye. Merci à tous. Au revoir. Ciao.